quelques mots de bienvenue et de remerciements. Je suis très honorée d'être avec Françoise Vergès ce soir pour une conférence féministe en et parlera elle-même de son travail de chercheur et de politologue. Je voulais préciser que dans ces questions de féminisme et de lutte contre les discriminations sont des questions très importantes pour l'ANDEA, l'ANDEA étant l'Association nationale des écoles d'art, et qu'au-delà des combats pour la création de relations nouvelles à l'autre, incluant le respect de la différence et la bienveillance, etc., il y a dans les écoles quelque chose qui se joue, qui me semble crucial, qui est le lien très intime entre les luttes sociales et politiques et l'art. Et vous êtes à cet endroit-là. Donc, je pense qu'il est très important aussi que vous preniez conscience de ça et que vous accueilliez du coup, le discours et le travail de Françoise Vergès comme de tant d'autres militants et engagés sur le plan intellectuel et politique comme étant vraiment comment dire, de la matière pour vos prochaines œuvres, votre travail. Donc, un grand merci par avance à Françoise, un grand merci à Brandon qui nous amène du coup, cette belle perspective et cette possibilité du coup, d'ouvrir l'école sur les combats qui sont vraiment en lien avec notre temps. Donc, merci à Brandon, à son équipe, à Myriam. Et du coup, je passe la parole à Brandon qui ensuite passera le relais à Françoise et bienvenue à tous. Merci beaucoup Patricia. Françoise est connectée du coup. Ouais. Alors déjà, j'ai un petit peu rapidement. Déjà, je suis très heureux de pouvoir accueillir Françoise Vergès au sein du séminaire Requeer, mouvement de résistance et d'émancipation. Donc, c'est un séminaire qui questionne un peu les multiples formes de lutte, donc, notamment au niveau du féminisme, aussi du queer, des luttes donc, décoloniales, et qui sont en fait des luttes qui ne sont pas forcément séparées qui sont pas toujours séparées pour certains corps. Donc, par exemple, ce matin, on a pu pratiquer justement le drag et le mobbing avec les étudiants de deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, et qui à un moment donné, en fait, en tout cas, dans la pratique du mobbing, ces questions-là sont déjà d'emblée posées. C'est un bel exemple justement de résistance, parce que c'est une pratique qui est née grâce aux personnes trans afro-américaines. Donc, elle est devenue une nécessité face donc, aux grandes oppressions anti-LGBT et au racisme, et donc au manque de visibilité, notamment aux États-Unis, mais du coup après partout ailleurs. Donc voilà, c'est des luttes finalement qui, pour certains corps, en fait, ne s'additionnent pas, mais qui sont impliqués tout simplement parce qu'il y a des corps qui, de manière finalement impliquée, de manière simultanée plusieurs formes de pression. Et ce sont pas en fait à un moment donné dans le discours de Françoise Vergès, parce que je veux dire au niveau du féminisme, c'est des questions qu'elle se pose depuis plus jeune âge. Enfin, je veux dire, il y a toujours le féminisme passe par un prisme racial finalement à un moment donné. Dès le départ, en fait, il n'y a pas eu besoin de penser à la convergence des luttes, parce que c'était quelque chose qui était une nécessité, en tout cas ici à La Réunion, mais aussi ailleurs. Donc voilà, c'est une pensée qui a amené dans plusieurs de ses ouvrages, notamment Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme, où elle parle justement des avortements et stérilisation forcée, donc à Saint-Benoît, à La Réunion, dans les années 70, au moment où l'avortement est interdit en France. Plus récemment, en 2019, on a accueilli aussi le livre, en tout cas, le livre Un féminisme décolonial, donc à la fabrique, qui à nouveau questionne finalement le féminisme un peu blanc bourgeois, ce féminisme-là qui monopolise un peu toutes ces questions et qui lisse le monde finalement. Et après, il faut savoir aussi qu'il y a quelques semaines de ça, Françoise Vergès publie un livre. Il s'agit d'une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection, donc le vol à la fabrique.
Donc, c'était c'était publié en novembre 2020. Et je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en parler. Donc, rapidement, pour présenter Françoise Vergès, désolé si on n'entend pas bien. Je regarde. Rapidement, pour présenter Françoise Vergès, donc c'est une politologue, féministe antiraciste camerounaise. Elle est membre donc, du front, elle était membre pardon, du front de la jeunesse autonomiste camerounaise, du mouvement de libération des femmes. Elle a travaillé aussi pour l'Union générale des travailleurs ménagers en France. Elle a milité donc, avec des collectifs antiracistes. Voilà, elle a vécu en Algérie, en France, au Mexique, aux États-Unis, où elle a obtenu son doctorat en théorie politique à l'Université de Berkeley en 1995, et en Angleterre. Et voilà, donc aujourd'hui, elle travaille aussi avec donc, des artistes, des commissaires d'exposition, sur des visites pour décoloniser le musée, et l'atelier de création collective. Donc, il y a des ateliers très intéressants. Donc voilà, donc, Françoise Vergès, donc bonsoir. Donc merci déjà de répondre à l'invitation. Donc je vais te donner la parole. Merci. Merci, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien? Ici et... Ok, c'est une réponse positive. On m'entend bien? Brandon, on m'entend bien? Tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend bien? Absolument, on t'entend super bien ici. Et en vidéo aussi, apparemment, d'après les messages. Très bien. Bon, d'accord, merci. Merci Brandon et merci Patricia pour cette introduction. Voilà. Alors, je vais commencer quand même par quelques définitions de ce que je dis, quoi, de mots de ce que je dis, parce que c'est des mots qui circulent mais qui n'ont pas nécessairement la même signification ici et là. Donc, quand moi je parle de décolonial, il y a une grande confusion qui est faite, d'ailleurs même à l'université, à l'école ou dans les journaux, hein, de la décolonisation, avec une confusion entre le moment des indépendances nationales, des luttes pour les indépendances nationales et la décolonisation. Les indépendances ont été une des étapes de la décolonisation, mais ce n'est pas la décolonisation. D'ailleurs, quand on revoit les programmes de mouvement de libération nationale, le programme ne s'arrête pas au moment de la construction, de la création d'un État-nation et de l'indépendance, mais se poursuit. Donc ça a été un peu tout ce qui devait se poursuivre, notamment la décolonisation des mentalités, comme on dit, des institutions, de l'enseignement, des arts, a été un peu mis de côté au fur et à mesure des années, à cause notamment de tas de questions d'inégalité, d'injustice et d'appauvrissement de ce qu'on appelait le tiers-monde et ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et puis, il y a eu toutes les luttes contre le racisme, des luttes très fortes, les luttes anti-impérialistes, qui ont continué à produire des théories sur ce que ça signifiait de se décoloniser. Et depuis quelques années, ça revient de manière beaucoup plus forte. Il y a eu ce qu'on appelle la théorie postcoloniale, qui venait surtout de l'Asie du Sud, et qui était plutôt une relecture des grands textes européens et une relecture de la manière dont l'Europe avait construit le reste du monde, notamment le travail d'Edouard Saïd sur l'orientalisme, c'est-à-dire que l'Orient est une fiction, est une invention de l'Occident. L'Orient, ça n'existe pas. Il y a des pays, il y a des cultures, mais de désigner sous le thème d'Orient, et ensuite l'orientalisme, c'est à travers les arts, la musique, la peinture, la littérature, de construire un autre radical qui était l'arabe, le musulman, et à travers ça, donc, des images et des représentations. Mais le décolonial, c'est plutôt de reprendre le projet de décolonisation et de le poursuivre aujourd'hui, de le poursuivre. Alors, il y a plusieurs aspects, mais on pourra y revenir. Bon, ça s'est développé d'abord en Amérique du Sud avec des gens comme Walter Mignolo, Enrique Dissel, mais aussi Maria Lugones, et qui est justement de repartir de la division qui se fait dans le monde au XVe siècle par l'Europe colonisatrice entre une humanité qui a le droit de vivre, qui a le droit à une bonne vie, qui est la réelle humanité, et toute une humanité dont la vie ne compte pas, c'est-à-dire tous les peuples en dehors de l'Europe. Une idéologie que l'Europe avait appliquée à ses propres peuples d'ailleurs, puisqu'il fallait donc effacer toute différence et faire avancer l'idée d'une unité de l'Europe qui était blanche et chrétienne. Donc c'est la remise en cause de cette division
Et en fait, même c'est des choses qu'on voit chez Césaire, chez Aimé Césaire ou chez Fanon, c'est l'idée qu'en fait, l'humanisme n'est pas encore réalisé. C'est-à-dire cette idée d'une universalité, de commun, d'un commun entre tous les êtres humains, qui n'est pas encore réalisée à cause de cette division, qui est une division raciale et sexuelle et genrée. Donc ça, c'est un des premiers aspects, et c'est de regarder aussi comment le racisme, qui est vraiment à la base de cette construction de la modernité, du monde moderne et du monde qui n'est pas moderne, donc vraiment de voir comment on va s'attaquer à la question raciale, et qu'on va voir que la question raciale est au fondement de la modernité. Ce n'est pas quelque chose qui vient après, le racisme ne vient pas après, n'accompagne pas, il est là déjà dès le départ dans cette construction du monde moderne. Et donc de voir le racisme et la race non pas comme une opinion personnelle de quelqu'un qui ne serait pas éduqué, mais comme quelque chose de fondamental, vraiment au fondement de la modernité, et qui divise de nouveau le monde entre différents groupes, avec évidemment ce qui culmine surtout au 19e siècle, dans la deuxième partie du 19e siècle, avec ce qu'on appelait la science des races, où il y a le blanc qui est au top, et puis après tous les différents groupes humains sont tout au-dessous, et au dernier seraient les aborigènes, les peuples aborigènes de Nouvelle-Zélande ou d'Afrique du Sud ou d'Australie. Et le noir est juste au-dessus, puis après donc, et cette science entre guillemets des races va avoir un énorme impact, et va vraiment avoir un énorme impact jusqu'à aujourd'hui. Une des troisièmes choses, c'est de voir ce que Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme, développe, qui est de dire qu'il y a un effet retour de l'esclavage et du colonialisme en Europe, dans les pays qui colonisent, où il dit, au début donc, de son texte, qui est publié dans les années 50, donc très tôt, qu'aucun pays ne peut esclavagiser ni coloniser sans que ça lui revienne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des lois raciales là-bas, et que le pays serait protégé du racisme et des lois raciales, de la pensée raciste. Il dit que ça revient, et dans son livre Discours sur le colonialisme, Césaire analysait surtout le nazisme, l'émergence du nazisme, en disant ce que les Européens ce dont les Européens ont été victimes, et que ça a été fait par d'autres Européens, il dit des hommes blancs faisant ça sur des hommes blancs, avait été en fait ailleurs, les génocides, les enfermements, les déportations, les déplacements de population, l'exploitation, le travail forcé. Donc cet effet retour, cette question de refait retour, qu'il va ensuite développer dans un texte de 1956 qui est sa lettre de démission au Parti communiste français, c'est-à-dire que c'est un racisme qui s'insinue même dans des pensées progressistes européennes. Donc, par exemple, dans le féminisme ou dans le socialisme ou dans d'autres idéologies qui se présentent comme des idéologies de progrès, ou l'humanisme, mais qui sont quand même travaillées, le racisme s'insinue de manière même, on peut dire, inconsciente. Donc ça, c'est aussi un des axes de ce travail de décolonial. Un autre axe, c'est que les analyses se font toujours de manière transversale, de manière qui essaye de voir pas simplement l'aspect culturel d'une chose ou l'aspect économique, mais comment ça constitue un tout. Et comment il faut croiser constamment plusieurs niveaux. Et par exemple, si on prenait l'île de la Réunion, ça serait la Réunion comme locale, mais aussi liée avec sa région océan Indien, quelle est dans ce contexte-là, quelles sont les évolutions de la Réunion, en lien évidemment avec le national, puisque la France est un État colonial, et en lien en plus avec ce qui se passe dans le plus grand monde. Donc, par exemple, pour la Réunion, si on prend l'île de la Réunion, quand il y a ce grand mouvement, ce qu'on appelle de décolonisation des années 50 et 60, c'est-à-dire de démantèlement des empires coloniaux, les deux grands empires coloniaux qui restent, l'empire colonial anglais et l'empire colonial français, la Réunion, les forces les mouvements, des mouvements comme le Parti communiste réunionnais, mais d'autres, vont s'inscrire dans ce large mouvement de décolonisation, mais aussi en rapport avec ce qui se passe à l'île de la Réunion et en rapport avec ce qui se passe à l'île Maurice et à Madagascar. Et à l'île de la Réunion, de faire des analyses sociales, quelles sont les classes à la Réunion, quels sont les intérêts économiques, les intérêts culturels, pourquoi il y a l'effacement de telle histoire, pourquoi on ne parle pas de l'esclavage à la Réunion, pratiquement on n'en parle pas jusqu'aux années 60-70, c'est quand même très tard, pourquoi on ne présente pas l'esclavage comme finalement la matrice dans laquelle se fait la société réunionnaise. Donc toutes ces questions de relire, de relecture, mais aussi de revoir, d'examiner. Quand je dis c'est transversal, c'est autant examiner aussi les géographies humaines et physiques, c'est-à-dire que l'île de la Réunion, quand on la regarde et qu'on regarde où sont les villes,
on voit bien que les villes, elles servaient surtout à l'économie coloniale esclavagiste, c'est-à-dire elles sont là où il y avait les plantations et on prenait donc les cannes pour les emporter au port et pour qu'elles soient embarquées, ou alors c'est les villes de débarquement d'esclaves ou ensuite d'engagés. Et puis après, il y a un peu les hauts qui sont habités. Mais de toute façon, et la manière dont les villes elles-mêmes sont construites, avec par exemple, Saint-Denis est un exemple très précis, c'est-à-dire où est la préfecture, c'est-à-dire où symboliquement le pouvoir colonial se met, la place à côté avec la statue de la Bourdonnais qui indique aussi dans cette architecture la fameuse rue de Paris qui monte avec le monument aux morts qui est au milieu, et toute cette architecture qui est coloniale et qui va représenter, même aujourd'hui dans les brochures touristiques, la Réunion. Mais cette installation, même urbaine, n'est pas du tout neutre. Elle indique où vont être les camps d'esclaves, par exemple à Saint-Denis, mais tout ça est présenté comme neutre, c'est-à-dire la ville de Saint-Denis est présentée et on oublie sur quoi elle est construite. C'est-à-dire, donc, une analyse décoloniale, c'est de regarder tous les espaces qui nous entourent, tout notre environnement, le fait que, par exemple, à La Réunion, les champs de canne font partie des images qu'on envoie ou des cartes postales, mais ça n'a rien de naturel. Les champs de canne ont été installés parce que la canne à sucre, après le café, c'est la canne à sucre que le pouvoir colonial impose, et donc il faut une déforestation. Donc tous ces hauts étaient couverts de forêts. S'il y a une déforestation pour installer les champs de canne, le champ de canne, ça indique qu'il va y avoir une plantation, enfin une habitation, c'est-à-dire la maison du maître et les esclaves et le moulin. Donc c'est toute une chose qui va s'imposer. L'environnement de l'île va être modelé par cela. Et non pas, ce n'est pas spontané, ce n'est pas quelque chose, et même le fait que les gens vont s'installer dans les hauts, ce qu'on appelle les petits blancs ou d'autres, c'est pour fuir le pouvoir colonial de la côte. Sans parler, évidemment, comme vous le savez, des noms que porte l'île, c'est-à-dire toute la couronne, on pourrait dire, de noms catholiques qui enserrent à l'intérieur de l'île, qui lui porte des noms malgaches, des noms de grands chefs marrons. Donc on peut voir, on pourrait finalement, si on regardait même notre île, tout simplement, lire les couches, les enchevêtrements d'histoire, et puis des tas d'autres choses. Là, je dis ça, les vagues d'arrivée, mais même aussi, donc, je le dis, l'effacement, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il faut attendre pour qu'on redécouvre le Lazaret, que le Lazaret avait été déjà en moitié détruit, abandonné, qu'il y a beaucoup d'archives qui ont disparu à La Réunion. Donc, comment s'il se construit un certain récit qui va mettre certaines choses en avant et en effacer beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui encore à La Réunion, il y a énormément de choses qui ne sont pas étudiées, qui ne sont pas narrées, qui ne sont pas mises en récit, qui ne sont pas mises en images. Donc même si ça, évidemment, il y a eu d'énormes progrès. Mais donc tout cela constitue, quand on veut faire un travail décolonial, c'est de regarder tout cela. Mais le décolonial s'est aussi intéressé à des choses comme par exemple le genre. Maria Lugones, qui était donc une théoricienne féministe d'Amérique du Sud, parle de la colonialité du genre, c'est-à-dire que le genre tel que l'Occident le met en place, c'est-à-dire un homme, une femme, un système binaire qui s'oppose ou se complémente, n'existait pas dans plein de sociétés. N'existait même pas d'ailleurs en Europe au départ. Mais il fallait instituer une famille patriarcale avec un père, une mère, 2 enfants, plus, et puis instituer le pouvoir du père. Et Maria Lugones montre que dans des tas de cultures, et d'autres aussi, il y a des historiennes et des sociologues africaines qui l'ont fait aussi pour les sociétés africaines, mais il y a aussi pour les sociétés d'Amérique du Nord, où il n'y avait pas ce binarisme rigide des genres hommes-femmes. Il y avait d'autres genres qui étaient possibles, qui ne portaient pas nécessairement de nom, mais qui permettaient finalement à des personnes, par exemple, dans certaines sociétés amérindiennes, un homme qui veut vivre une vie de femme, s'habiller en femme, et pouvait épouser une femme, et pouvait épouser un homme comme si cette personne était une femme. Et c'était tout à fait admis par les communautés. Et d'autres arrangements, dans certaines communautés d'Afrique encore aujourd'hui, il y a arrivé à un certain âge, vous n'avez plus de genre, vous n'êtes plus ni homme ni femme, vous passez dans un autre statut, personne vénérable, âgée, tout cela. Donc on voit, si vous voulez, ce qu'on appelle comment la colonialité n'a pas arrêté d'imposer des manières d'être, des manières de penser.
Et à l'île de la Réunion, aujourd'hui encore, on voit combien est effacée toute une histoire, puisque quand on regarde les publicités de l'Agence du tourisme ou d'autres, c'est l'île de tous les métissages, l'île harmonieuse, l'île du vivre ensemble, et qui masque vraiment des histoires extrêmement violentes, des histoires vraiment de conflits, et que ce soit dans le passé, sous l'esclavage, ou sous le statut colonial, ou au XXe siècle, ou même au XXIe siècle. Donc, c'est aussi comment le récit se construit et comment un consentement à l'oppression et aux inégalités se construit. Comment le pouvoir fait de sorte que même les opprimés finissent par adopter le discours de l'oppression. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce que Fanon voit dans Peau noire, masque blanc, où la personne noire veut être blanche, mais il y a des tas d'autres textes de ce genre, c'est-à-dire où les femmes qui acceptent toute une série d'injonctions patriarcales et masculinistes, ou le fait qu'effectivement, il y a eu très longtemps, il y a encore d'ailleurs une très grande répression envers les queers, les trans, les travailleuses et les travailleurs du sexe, c'est-à-dire toute une série de normes qui ne sont pas du tout, qui sont imposées d'en haut, parce que le système économique et l'État tel qu'il se construit a besoin d'une population disciplinée, d'une population qui accepte ces normes. Donc, cette question de transversalité est importante, c'est ce que nous avions voulu faire dans le projet de la Maison des civilisations de l'unité réunionnaise, c'est-à-dire au lieu de partir de la temporalité coloniale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en France et qu'est-ce qui se passe à La Réunion, en miroir, c'était de partir de l'océan Indien, puisque nous sommes dans l'océan Indien, donc de partir de l'espace où nous sommes et de voir qu'il avait existé bien longtemps avant que les Européens arrivent dans cet océan, et donc que les personnes, même les femmes et les hommes, amenés en déportation comme esclaves ou ceux qui viennent aussi forcés comme travailleurs engagés ou comme migrants, viennent de pays extrêmement de cultures développées, de civilisations, et qui sont en relation, puisqu'on sait que l'Afrique était en relation avec l'Asie des siècles avant que l'Europe arrive dans cet espace. Donc c'est de chaque fois de déconstruire des cadres qui semblent évidents et qui sont rentrés dans nos têtes à tel point qu'on ne se pose plus de questions. Et donc, c'est de chaque fois de déconstruire, de voir comment le consentement est obtenu et comment on va déconstruire ce consentement, sur quoi il repose, sur quelle forme il repose. Donc, ce n'est pas que les gens sont bêtes, quoi que ça, c'est quand même une construction constante d'une certaine carte du monde, d'une carte de notre environnement, de qui nous sommes, et qui finit par entrer. Parce que c'est diffusé par la radio, par la télévision, par le discours scolaire, le discours universitaire, par les personnes qui sont au pouvoir, par toute une série de choses. Donc, un oubli à La Réunion, même par exemple, d'une histoire récente qui est celle de la deuxième moitié du XXe siècle. On nous raconte, il y a toute une raconte d'une population qui est gentille, qui est harmonieuse, qui n'est pas méchante, c'est pas comme ailleurs, etc., qui efface et met vraiment sous table toute une série d'autres choses qui ont été très importantes. Donc voilà un petit peu comment. Sur la question du féminisme même, c'est vrai que Brandon l'a rappelé, moi j'ai beaucoup écrit, mais en anglais surtout, sur le féminisme, un peu moins en français. Enfin, quand j'étais en France dans les années 70, j'ai écrit à la fois pour l'Union générale des travailleurs réunionnais en France sur les femmes immigrées réunionnaises, mais puis dans d'autres petits journaux, et puis après vraiment dans la maison d'édition qui s'appelait Des femmes, et dans le journal qui s'appelait Des femmes en mouvement. Et puis, quand je vais après, bon, je ne vais pas raconter toute ma vie, ce n'est pas très intéressant, mais quand je ferai mes études aux États-Unis, par une série de détours et de hasards, je vais écrire quand même, et je vais surtout me mettre à écrire beaucoup sur le colonialisme et l'esclavage, non pas comme historienne nécessairement, mais comme système politique et culturel. C'est-à-dire pourquoi il y a eu besoin d'esclavage, qu'est-ce qui a fait que l'esclavage s'est perpétué, puisque ça dure quand même des siècles, qu'est-ce qui a rendu l'esclavage normal et naturel. Et c'est là aussi que je m'intéresse, donc je me suis toujours intéressée aux questions culturelles et artistiques, et c'est là que plus tard je m'intéressais à la manière dont l'esclavage est représenté dans l'art européen. Dans l'art européen, à quel moment finalement la figure de l'esclave apparaît dans l'art européen, et c'est assez tardif.
Parce que finalement, la peinture européenne va très peu peindre l'esclave comme esclave. Ils vont peindre des noirs, mais pas, le peintre n'aura pas l'intention de peindre des esclaves. Ça vient assez tard, en fait, avec l'abolitionnisme, avec l'idéologie abolitionniste, où il faut justement représenter des personnes en situation de torture, en situation de déportation. Donc tout ça, si vous voulez, comment aborder les questions chaque fois, à la fois en tirant le fil culturel, le fil politique, le fil économique, le fil de la sexualité du genre, mais de voir comment tout cela s'imbrique, s'enchevêtre, et non pas l'un côté de l'autre, est important. Donc, par exemple, sur le ventre des femmes que Brandon a cité, ce n'était pas simplement le fait qu'à Saint-Benoît sont pratiqués des milliers d'avortements et de stérilisations sans consentement sur des femmes des classes populaires et racisées à La Réunion, et de dire, bon ben voilà, c'était des méchants médecins oreilles qui le faisaient, mais c'était pourquoi c'était-il censé autoriser? Donc, qu'est-ce qui les autorise à ça? Donc, voir quel est le discours de l'État à l'époque, le discours de l'État, le discours de la préfecture. Mais est-ce que c'est simplement, ça concerne La Réunion à ce moment-là? Ah non, ça concerne aussi d'autres territoires où il y a ces politiques. Mais pourquoi y a-t-il des politiques de contrôle des naissances aussi violentes partout? Qu'est-ce qui se passe? Donc, un autre fil est tiré. À partir de quel moment la question des naissances dans le Sud global devient une question de politique internationale? Ah, c'est à ce moment-là, après la guerre. Ah bon, je vais tirer un autre fil. Et donc, en tirant les fils au fur et à mesure de comment se construisent à un moment et comment ça va être possible à La Réunion, c'est-à-dire que dans les années 60-70, c'est aussi une certaine amélioration de vie de la population. Il y a des travailleuses sociales qui sont réunionnaises, qui parlent le créole, qui peuvent aller voir les femmes en leur disant « mais tu sais, tu dois aller à cette clinique, tu as quelque chose ». Ces femmes sont envoyées à cette clinique et elles sont avortées. Donc, il faut tout un dispositif. Ce n'est pas simplement, il n'y a pas quelqu'un qui tire des ficelles de là-haut. Et donc, c'est d'examiner tous ces dispositifs, l'émergence aussi à ces moments-là à La Réunion de tout un discours sur la masculinité réunionnaise et que les hommes réunionnais sont seulement des coureurs qui font des enfants à droite à gauche sans s'en occuper, que les femmes réunionnaises sont des victimes d'une masculinité violente, qu'il n'y a pas d'homosexualité à La Réunion, qu'il n'y a pas de queer, tout ça, ça émerge dans ces années qui sont aussi des années de ce qu'on appelle la modernisation, d'arrivée de centres commerciaux, de plus grande consommation, d'amélioration de conditions de vie. Donc tout ça doit être examiné en même temps. C'est ça que je veux dire. C'est constamment, dans la méthode décoloniale, d'analyse décoloniale, c'est constamment dire, mais est-ce que j'ai vraiment, c'est pas binaire, c'est pas ici il y a les gentils, ici il y a les méchants, ici il y a les victimes, ici il y a les bourreaux, mais comment s'organise tout cet consentement? Pourquoi quand les médecins qui étaient tous blancs et des hommes disent à leur procès qu'ils se sentent-ils totalement légitimés, est-ce qu'ils sont en train de mentir ou est-ce qu'ils sont en fait sincères? Et dans ce cas, pourquoi ont-ils pensé qu'ils étaient légitimés? Donc voilà. Et donc, dans un féminisme décolonial, ce que j'ai voulu faire, là, et c'est toujours en lien pour moi, l'île de la Réunion reste une source de pensée. C'est-à-dire que je vois ce que l'État français fait, comment il fait, et donc ça reste quand même quelque chose de très important pour moi. Ça interroge constamment ce qui est montré comme universel et universaliste, surtout en France, l'idéologie française. Et donc, dans un féminisme décolonial, je me réapproprie le terme de féminisme, que je n'utilisais plus tellement dans mes travaux, et pour voir pourquoi, alors que, par exemple, dans les années 1970, 1980, féminisme, c'est une insulte. Hein, c'est vraiment une femme qui est féministe, c'est une femme, enfin, il y a des tas d'insultes, c'est pas la peine que je les répète. Et que tout le monde peut se le dire aujourd'hui, même des femmes d'extrême droite. Tout le monde est féministe du moment qu'on voudrait un peu d'égalité. Et donc, c'est plus du tout, tout le monde est féministe aujourd'hui. De dire même quelqu'un, mais vous n'êtes pas féministe, c'est pratiquement une insulte. Donc, tout le monde veut être féministe. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde veuille devenir féministe ou veut l'être? Et quel est ce féminisme que que des tas de femmes au pouvoir veulent? Donc, un féminisme décolonial, c'est de revenir à une tradition féministe du Sud qui est de partir des personnes les plus vulnérabilisées, les plus précarisées, et des luttes de ces personnes, de ces femmes, et de dire, voilà, c'est ça le féminisme. Le féminisme, c'est pas seulement l'égalité avec les hommes, pas seulement d'avoir la même place que les hommes, parce que finalement, on a un Bezos homme, on a une Bezos femme, qu'est-ce que ça change profondément à l'économie, à la culture, mais c'est de voir comment les structures dans lesquelles entrent ces femmes, et il n'y a pas les femmes,
Il n'y a pas la femme, il y a des femmes. Et que même on peut parfois changer au niveau symbolique qui est à la tête d'une institution sans changer la structure de l'institution. Donc la question elle est toujours structurelle. Comment l'institution fonctionne, sur quelle invisibilité, sur quel effacement, sur quelle acceptation d'une hiérarchie qui apparaît naturelle mais qui ne l'est pas. Donc, c'est de voir. Donc, pour le féminisme décolonial, c'était de voir, comme, pour revenir à ce que je vous disais d'Aimé Césaire, sur cette notion d'effet-retour, quel avait été le retour de l'esclavage et du colonialisme dans le féminisme européen et notamment dans le féminisme français. Est-ce que finalement le féminisme aurait été la seule idéologie qui aurait été entièrement protégée de ce retour, qui avait été analysée dans la philosophie, dans les arts, dans l'histoire, comment l'histoire était plutôt franco-française que mondiale, que transversale. La philosophie, il n'y avait que Kant et Rousseau, et il n'y avait pas, des philosophes indiens, africains ou chinois, ou une philosophie ou d'autres philosophies de la vie qui étaient aussi des philosophies indigènes, comme on dit, autochtones. Donc, tous ces recherches justement d'aveuglement dans une discipline et n'arrive pas pour le féminisme. Alors je me dis, mais par quel mystère le féminisme aurait été protégé? Et donc j'analyse comment un féminisme peut être pour effectivement l'émancipation de femmes, mais comme la femme devient une figure abstraite, ne va pas tenir compte des différences raciales et des différences de classe un petit peu, mais alors absolument pas des différences raciales et des différences entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que la vie confortable des femmes blanches au Nord repose sur l'exploitation des femmes racisées. Alors quand je dis des femmes blanches, en général, c'est quoi les blancs, ça n'existe pas. Les blancs, ça n'existait pas. C'est vrai, à un moment donné, en Europe, la division se faisait entre chrétiens et juifs, chrétiens et musulmans, pas tellement sur Mais le blanc va se construire. Il y a d'ailleurs des historiens qui se sont penchés sur cette histoire de construction, de création des blancs, du blanchiment. Et en France, il y a eu, au bout d'un moment, des blancs et des blanches. Et c'est pas que vous avez choisi cette couleur, c'est que l'histoire a donné à des personnes blanches des privilèges et des positions de capacité d'exploitation qui ne sont pas en relation avec des compétences ou des talents extraordinaires, mais avec cette position. Par exemple, si pendant la colonie, vous pouviez arriver dans n'importe quelle colonie, si vous étiez blanc, vous étiez toujours au-dessus des autres. Même si vous étiez pauvre, vous étiez toujours au-dessus des colonisés, même du colonisé bourgeois. Donc, il y a toujours donc c'est ça, le blanchiment, la blanchité. Et à l'île de la Réunion, il y a eu à l'intérieur de la société réunionnaise même une des différences de couleur, évidemment, avec une organisation raciale de la société elle-même, et aujourd'hui aussi à travers toujours un pouvoir qui vient de France. Et quelles que soient les personnes, c'est pas que vous, mais moi je suis blanche, mais je veux pas être ça n'a rien à voir, c'est de nouveau une construction, une structure. Et pour le féminisme, je faisais remarquer, je vais le dire assez rapidement pour arriver peut-être au dernier livre, en dire quelque chose, c'est pas, c'était par exemple, si vous voulez, quand les féministes françaises racontent l'histoire des droits et l'histoire de l'accès aux droits, qui culmine avec le droit de vote, on est bien évidemment d'accord en 1945, mais oublie que dès le moment où il y a l'esclavage, une femme peut posséder des êtres humains. Elle n'a pas le droit de passer le bac, elle n'a pas le droit de devenir médecin, avocate ou notaire, mais elle a le droit de posséder des esclaves, elle a le droit de posséder une plantation. Donc on voit que le droit à la propriété privée n'était pas lié au genre, alors qu'au même moment, le genre importait pour d'autres choses, et que les femmes ont été absolument écrasées par le patriarcat en France, ça ne fait pas de doute. Mais on ne peut pas faire une seule histoire de la question de l'accès aux droits des femmes sans tenir compte de ces absolument différences, et encore aujourd'hui évidemment, de différences très grandes dans ce qu'on appelle le Nord et le Sud, ou même à l'intérieur du Sud évidemment, des différences. Donc cette question de blanchiment et de blanc est extrêmement importante. Ça n'a pas à voir avec la culpabilité, ça n'a rien à voir avec mais c'est pas de ma faute, mes ancêtres n'ont rien fait. Ça a à voir avec une histoire, une structure, une structuration.
Notamment, bon, pour passer un peu à une question du coup de passage par l'art pour faire comprendre ça, quand en 2012, pour la Triennale de Paris, dont le commissaire était Auquy Anne-Vézor m'avait demandé quel programme je voulais faire, j'avais proposé L'esclave au Louvre, une humanité invisible. Et la question, c'était de montrer, comme je le disais, il y a très peu de représentation d'esclaves vraiment dans la peinture, alors que ce qui m'intéressait, c'est à partir de quel moment on voit un tableau qui représente un homme qui fume une pipe, un homme bourgeois. C'est-à-dire à quel moment le tabac, qui est donc un produit de l'esclavage, arrive dans la culture européenne et devient signe de la représentation de soi, signe d'un statut, être un homme bourgeois et fumé. Et donc, à travers ces tableaux, donc c'est des tableaux qui arrivent au XVIIe siècle, qui sont surtout de la peinture hollandaise, parce que les Hollandais sont de très grands esclavagistes, de voir comment l'esclavage, l'esclavage n'avait pas besoin d'être représenté littéralement pour qu'on voit comment l'esclavage avait pénétré dans l'art. Un autre exemple, c'est un peintre du XVIIe siècle aussi, Frans Post, qui est un grand peintre hollandais et qui va accompagner un gouverneur colonial hollandais dans le nord-est du Brésil, qui était alors une colonie hollandaise, et qui va peindre des paysages. Et au retour, le prince d'Orange offre plusieurs toiles à Louis XIV, donc il y a toute une collection des toiles de ce peintre en France, à Versailles et au Louvre. Et c'est de très grands tableaux qui représentent toute une série représente la plantation. Mais quand j'en parlais aux historiens d'art et aux conservateurs du Louvre, ils me disaient c'est un paysage. Ce peintre est un paysagiste, ne peint pas l'esclavage. Et je disais justement que c'était ça qui était intéressant. Donc la question, c'est décoloniser les arts, c'est pas de rechercher nécessairement comment il est représenté, c'est de voir que l'esclavage était devenu un paysage au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de réalisation. Le peintre ne peignait effectivement pas les esclaves. Pour lui, c'était des gens. Et que du coup, l'esclavage était tellement naturalisé que ça devenait un paysage. Très beau paysage d'ailleurs, très beau tableau. Donc, comment aussi, à travers ça, à travers une analyse une autre lecture que simplement la lecture d'une histoire d'art très rigide, on peut voir apparaître d'autres choses. Puis il y avait des tableaux, quels sont les premiers tableaux où on voit des sucriers, des cafetières, des théières, c'est-à-dire comment ça passe aussi dans les arts décoratifs, parce qu'il faut quand même avoir de la vaisselle pour ces choses-là. Et donc, comment il y a toute une production, comment il y a toute une industrie qui va se développer. Et donc, comment l'esclavage, c'est pas seulement évidemment l'esclave enchaîné, mais c'est aussi toute une culture, des arts décoratifs, des manières de faire et de recevoir. On va recevoir les personnes avec un gâteau et un café ou un thé. Tout cela va transformer profondément les cultures. Et que l'esclavage a donc contribué profondément, c'est-à-dire l'exploitation féroce de femmes et d'hommes transformés en objets, vont contribuer au mieux-être de toute une population. Et d'ailleurs, tabac et sucre vont être deux produits qui vont être assez rapidement accessibles à un grand nombre, pas simplement pour l'aristocratie ou la bourgeoisie. Donc, c'est chaque fois attraper un fil et essayer de voir derrière l'objet qui nous est présenté ou le fait qui nous est présenté comme étant là, que l'on va se demander, mais qu'est-ce qu'il a fabriqué? Comment c'est fait? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien tiré tous les fils? Est-ce que j'ai compris tous les enchevêtrements qui amènent à ça? Parce que nous vivons dans un monde social. Je veux dire, c'est pas le monde dans lequel nous vivons, c'est pas seulement la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est un monde avec des normes, des lois, des choses. Et tout ça, c'est fait par des êtres humains, donc ça peut se défaire. Il n'y a rien de naturel. Sinon, on vivrait toujours comme il y a des siècles et il n'y aurait pas eu de progrès dans la manière dont nous vivons. Donc, et je voyais ce que je m'appelle le féminisme civilisationnel dans ce livre, c'est ce féminisme qui veut aller sauver, qui veut apporter la mission civilisatrice aux femmes du Sud, particulièrement aujourd'hui, particulièrement surtout à partir des années 90, mais alors les années 2000, depuis le début du XXIe siècle, énormément, et qui donc, c'est un féminisme qui se présente comme étant universel, universaliste, parlant pour tout, avec une Europe qui serait le terrain presque naturel de l'égalité entre les femmes et les hommes, et toutes les autres sociétés seraient presque par nature hostiles
à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est une chose qu'on a beaucoup vu à La Réunion, où la société réunionnaise est particulièrement violente, les hommes particulièrement violents, enfin toute une construction de pathologie, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, hein, c'est pas ça, mais on pourra en parler. Donc, un féminisme décolonial, c'était de reprendre un peu des tas de choses sur ces questions de contrôle de naissance, de qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'être une mère, qu'est-ce que c'est que la bonne famille, la vraie famille, qu'est-ce que c'est que la paternité, qui, dans un féminisme européen, n'a jamais tenu compte de l'histoire, d'une histoire totalement différente. Sur la paternité, par exemple, et le patriarcat n'est pas universel au sens de construit de la même manière. Sous l'esclavage, un homme noir était peut-être père, mais n'avait pas le droit à la paternité. Il n'avait pas le droit au droit. Et puis ensuite, la paternité est construite comme un patriarcat, c'est-à-dire comme une forme de domination et sur les femmes, sur les épouses et sur les enfants. Donc tout ça n'est rien de c'est pas, je sais pas, c'est pas je vous dis, c'est pas comme le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, quoi. Ce sont des choses et qui s'imposent comme naturelles et comme normes. Et donc, c'est chaque fois de déconstruire ce qui a permis à des injustices et des inégalités, des crimes, de devenir naturels et normalisés, pour les dénaturaliser et les dénormaliser. Dans un deuxième temps, je vais peut-être… Brandon, je finis ou je continue ou j'arrête? Allô? Oui, tu peux continuer. Bon, je vais continuer, je vais juste terminer sur mon dernier livre, un peu qui continue. C'est d'ailleurs, donc c'est conduit toute une réflexion, c'est de nouveau, ça avait commencé, je dis, en 2017 avec les histoires des avortements et stérilisations forcées à l'île de la Réunion, puis ensuite un féminisme décolonial. Ça, c'est les livres en français, hein, parce qu'en anglais, j'écris parfois d'autres choses. Et le dernier, c'était aussi à la suite de toute autour de MeToo et des violences sexuées et sexuelles, de m'interroger sur quelle était la réponse à la violence, à ces violences qui augmentent, et une violence, ce n'est pas que la violence est nouvelle, la violence a toujours été là, mais une violence qui devient plus systémique, plus absolument structurelle et systémique, et à laquelle on a l'impression de ne pas pouvoir échapper, et qui n'est pas seulement la violence économique ou culturelle, mais aussi la violence environnementale, la violence dans la reproduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice reproductive, il n'y a pas de justice environnementale, il n'y a pas de justice économique. Donc c'était un peu de voir la violence, donc pas simplement frappant les femmes, mais le monde saturé par la violence dans lequel on vit, les guerres, et surtout l'énorme pollution. Parce que je m'étais intéressée de plus en plus à la question du nettoyage, et donc le féminisme décolonial commence par une grève de femmes de ménage en France, à la gare du Nord, qui sont des femmes essentiellement d'origine africaine, et comment ce travail est absolument essentiel pour le fonctionnement de la société. Chaque matin, il y a des femmes qui nettoient les écoles, les hôpitaux, les universités, les bureaux, tout cela, sinon la société ne fonctionnerait pas, et dont le travail est invisibilisé, il est sous-payé, il est sous-qualifié, c'est des exploitations. Dans la question de la violence, je reviens sur donc cette violence systémique et structurelle pour poser la question de la multiplication des lois de protection aujourd'hui, hein. Comment le gouvernement décide de faire des tas de choses pour nous protéger, pour protéger. On le voit avec la pandémie. Et comment cette protection, finalement, est vue comme quelque chose dont seul le gouvernement peut définir. Et comment définir, nous, la question de la protection, puisque toutes les sociétés, toute communauté décident de moyens de se protéger. De protéger les personnes âgées, les enfants, les faibles, les personnes qui n'ont pas toutes les capacités, enfin, les malades. Donc la protection n'est pas… Et pourquoi la protection était devenue essentiellement entre les mains de l'État, qui du coup utilise les institutions que l'État connaît, c'est-à-dire la police et le tribunal et donc la prison. Et moi, je suis avec les féministes qui, aux États-Unis, comme Angela Davis ou d'autres, sont pour l'abolition des prisons. Je sais que c'est une idée extrêmement difficile à admettre, mais je suis pour l'abolition des prisons. Donc là, la théorie féministe de la violence, c'était de voir à quel point la violence, c'est pas ça, il fallait l'analyser au-delà des femmes victimes et des hommes bourreaux, et de voir l'incroyable donc violence qui s'abat sur des milliards de personnes dans le monde
aujourd'hui, jour après jour, et aussi, bien sûr, à l'île de la Réunion, où, en fait, quand même, ça fait des décennies que les personnes, que les Réunionnais, qu'il n'y a pas de travail, qu'il y a le chômage, qu'on ne leur demande pas tellement leur avis sur les choses qui sont faites, sur pratiquement l'injonction à partir, dont parlent beaucoup de jeunes Réunionnais, hein, ou même des jeunes Réunionnais que je rencontre ici en France et qui me disent de ne pas avoir appris l'histoire de leur pays, ne pas savoir parler le créole, c'est-à-dire ont été coupés. Ce sont des jeunes qui ont 20 ans, hein, 19 ans, qui sont dans des classes prépa ou en première année d'université, que je rencontre lors de conférences, et qui me disent combien, en fait, c'est souvent l'arrivée en France qui leur fait comprendre quels ou ils sont Réunionnais et qui ont envie de réapproprier une histoire, et qui sont très souvent manque d'outils pour savoir mais où aller chercher. Et avec toute l'histoire, mais à La Réunion, ça n'a jamais été aussi dur. En fait, tout ce qu'on nous a fait croire, que l'esclavage n'a pas été aussi dur, que finalement, heureusement qu'on est là, que c'est quand même une île harmonieuse. En fait, toutes les choses qui font que je ne veux pas dire que c'est une île où règne la violence tous les jours, mais comment un seul discours va masquer aussi d'autres réalités. Donc, dans une théorie féministe de la violence, c'était d'imaginer quelle était une politique antiraciste de la protection, c'est-à-dire de réapproprier la question de la protection. Et quand je vois la protection, c'est pas simplement, évidemment, on pense tout de suite au crime, mais aussi comment il y avait il y a des organisations communautaires qui protègent une communauté, par exemple, et on le voit dans les quartiers populaires. Il y avait ça aussi à l'époque où les gens pouvaient s'occuper des enfants des uns et des autres, où il y avait aussi de la solidarité quand il y avait des coups durs, et ça existe encore. Donc, la protection n'est pas simplement la question contre une violence physique ou contre un crime. C'est la solidarité. La solidarité fait partie de la politique de protection, justement de se protéger des coups durs, des coups durs qui peuvent être personnels ou économiques ou culturels. Et vraiment, je m'oppose à ce qu'on appelle le féminisme carcéral, c'est-à-dire un féminisme qui demande la multiplication de lois de protection des femmes, par exemple la loi sur le harcèlement sexuel dans la rue, ou des choses comme ça, et qui pour moi renforce en fait la dimension répressive de l'État. Un féminisme aussi qui se veut ce qu'on appelle abolitionniste, c'est-à-dire qui est absolument contre la prostitution, donc contre les travailleuses et travailleurs du sexe, que ces féministes ne voient que comme une source terrible de victimisation, et auxquelles s'opposent donc des travailleuses et travailleurs du sexe qui disent mais c'est un travail et ce que nous voulons, c'est être considérés comme des travailleuses et des travailleurs, et non pas donc que la répression s'abatte sur nous. Alors évidemment, il y a toujours des exemples de trafic de femmes qui existent, bien sûr, la question n'est pas là, mais c'est la manière de ce trafic-là. Pourquoi aussi? Et donc les militantes du Sud, les femmes dans le Sud qui travaillent avec donc des travailleuses du sexe, travailleurs du sexe, s'opposent aussi à cette victimisation et veulent voir pourquoi donc des femmes, par force ou pas par force, choisissent ce travail. Donc c'est de ne pas voir, c'est un féminisme, enfin le féminisme que je défends, hein, c'est un féminisme qui se veut radicalement antiraciste, radicalement antipatriarcal, mais je le répète, dans le patriarcat, tenir compte des différences, parce que un homme peut être un tyran domestique, hein, embêter constamment sa femme, ses fils et ses filles, et quand il sort, il n'est plus qu'un noir ou un arabe. Et ça se voit très bien. En France, c'est très clair, hein, vous êtes sujet à la violence de la police à tout moment. Et donc, c'est chaque fois questionner des notions qui se présentent comme étant générales, universelles, et que dès qu'on fait rentrer des choses plus fines, on voit que ça ne marche pas. Donc, ces féminismes qui ne regardent pas de manière donc les enchevêtrements. Alors, du coup, ça exige évidemment beaucoup plus de travail, de réflexion et d'attention. Mais aujourd'hui, on ne peut plus du tout prétendre, déjà avant, on ne pouvait pas, mais encore moins aujourd'hui, on ne peut pas prétendre à aborder une question que par un bout. Il y a tout un champ qui tire. Et donc, ça pose la question des stratégies de lutte. C'est-à-dire on ne peut pas lutter simplement, par exemple, contre la pollution d'une rivière sans tenir compte de l'industrie chimique qui, par exemple, polluerait cette rivière, et je ne sais pas, des tas d'autres questions qui ont amené ça.
Mais en même temps, en travaillant toujours avec les communautés, les premières concernées. Donc, si par exemple, il y a une communauté qui dit mais moi, je veux que ce lagon soit dépollué parce que c'est là que je pêche et sinon, je ne peux pas pêcher, donc je n'ai plus de moyens de survie, bien sûr. Mais à ce moment-là, comment on fait comprendre que c'est lié aussi à d'autres luttes et que les luttes, par exemple, queer, sont liées aux luttes des sans-papiers. Récemment, il y avait une manifestation de sans-papiers à Paris, et il y avait dans le cortège, tout un cortège queer, en disant queer avec les sans-papiers. Donc, on n'est pas, c'est plus des luttes catégorielles, comme pour les nommer ainsi, mais c'est des luttes constamment transversales, parce qu'il y a une compréhension de plus en plus profonde que nous sommes tous pris dans une série de structures qui produisent inégalité, injustice, racisme, islamophobie, sexisme, queerphobie, homophobie et autres formes de discrimination, mais qui sont des discriminations qui ne sont pas du tout légères, hein, qui ont des impacts. Et là, en ce moment, je m'intéresse aussi particulièrement, en revenant un peu à Frantz Fanon, mais aussi à d'autres, à l'impact psychique du racisme aujourd'hui, à l'impact psychique du sexisme et de toutes ces formes discriminatoires, c'est-à-dire de ne pas simplement le voir comme discrimination au logement, au travail, à la santé, mais comme c'est systémique et que, notamment, donc, toute cette dimension de la production de souffrance mentale, ce qu'on a pu appeler aussi la souffrance au travail pour d'autres, dans le domaine du travail, justement du lieu du travail, ou ce qu'on appelle, ce qui a été le harcèlement sexuel, tout le mouvement du MeToo ou de Balance ton port, et comment tout cela, il faut créer des plateformes où ces questions sont posées et que on travaille avec d'autres groupes sur une question particulière à un moment donné, mais dans des coalitions constantes qui peuvent être fluctuantes, mais qui sont chaque fois profondément en solidarité avec les luttes, profondément. Euh, je continue à suivre la grève des femmes de ménage de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris, qui sont essentiellement des femmes noires. Et elles sont en grève depuis juillet 2019. Le groupe Accord n'a toujours rien fait. Et ça présente à travers cette grève, énormément de questions sont posées, un certain machisme du syndicat, des syndicats, qui ne considèrent pas le travail de femme de ménage comme réellement un travail dans lequel il faut organiser des deux. Ça pose la question de ces femmes, une des industries où il y a le taux de harcèlement sexuel parce que c'est des femmes très précarisées, très vulnérabilisées. Ça pose la question de ce que j'appelle l'économie les Il y avait un problème de connexion, je voyais. Et ce que j'appelle dans l'économie d'épuisement, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire travailler les gens longuement à des travaux où parfois ils ne sont pas très satisfaits, les personnes ne sont pas très satisfaites, ce n'est pas tellement une source de joie, mais en plus que l'épuisement, c'est-à-dire ce qu'on voit beaucoup à Paris, mais je pense aussi à La Réunion. Je me souviens quand d'aller entre la Possession et Saint-Denis, le matin, c'est absolument infernal avec les embouteillages. Enfin, c'est tous ces calculs qu'il faut faire. Si je dois arriver à 9h à Saint-Denis, il faut que je parte à 6h du matin. Enfin, tout un truc où finalement, le temps qu'on pourrait passer à autre chose est pris par ce genre de tâches totalement ennuyeuses, en fait, et qui, en fait, aussi épuise, qui peut faire que quand on rentre le soir, on n'a pas tellement envie, par exemple, d'aller à une séance de cinéma, de théâtre ou un débat. On a plutôt envie de s'écrouler. Donc cet épuisement des corps est absolument une question globale, hein, ce n'est pas une question du tout seulement réunionnaise ou française, et qui a un impact sur la santé psychique. Donc évidemment, tout ça a été déclenché pour moi par la pandémie, hein, depuis le début de l'année, avec tout ce que ça a révélé sur les métiers essentiels, pas essentiels, sur la santé, sur la déforestation, sur la question environnementale, sur la question des institutions de santé, sur la question du genre, de la race, puisqu'on sait qu'en France, ce sont surtout dans les classes populaires et racisées qu'il y a eu le plus de morts, parce que justement des taux de comortalité, de comorbidité plus élevés, des problèmes de logement, et aussi que ces personnes travaillent dans les métiers dits essentiels, donc étaient obligées d'aller au travail et d'être exposées au virus.
mais aussi comment c'est lié la question du virus, pas seulement la question de la santé, d'un système de santé, mais la question environnementale aujourd'hui, puisqu'on sait que c'était dû à la déforestation, à tout cela. Donc là, en ce moment, c'est là-dessus que je travaille, que je suis en train d'écrire un livre sur ces questions, de nouveau, l'enchevêtrement euh, euh, de plusieurs éléments qui construisent, qui chaque fois précarisent, vulnérabilisent, et quelles sont les luttes qui sont mises aujourd'hui en place partout dans le monde contre ces précarisations, ces vulnérabilités qui augmentent. Et ce que des féministes noirs appellent la vulnérabilité à une mort prématurée. C'est-à-dire que les personnes, tout le monde n'est pas égal devant la mort. Bon, ça on le sait, vous me direz. Mais là, que ce sont des conditions externes, pas simplement votre santé ou des choses, des accidents qui peuvent vous arriver, mais que le système économique capitaliste construit des conditions qui vulnérabilisent plus des personnes que d'autres. Et on le voit évidemment dans toutes les statistiques mondiales. Donc, de m'intéresser à ces croisements aujourd'hui, c'est le travail donc, que je poursuis, et toujours d'un point de vue de féministe décoloniale. Bon, je crois que là, j'ai vraiment arrêté de parler. Absolument, il y a une heure. Et là, j'entends très mal, par contre, là. Hein. Là, c'est mieux? 1, 2, 3, 4. Oui, là, c'est mieux. Ok. Alors, déjà, je vous remercie pour cette belle information. Donc, c'est vraiment un discours qui est finalement nécessaire à l'école supérieure d'art, mais aussi évidemment à La Réunion, là où à un moment donné, comment dire, c'est des questions qui sont complètement taboues, en tout cas ici à La Réunion, et il est temps peut-être d'éveiller les consciences, en tout cas sur les mécanismes de domination induites donc, par le système colonial. Donc, Pourquoi dites-vous qu'elles sont tabous? Elles sont tabous parce que, en tout cas, les questions qui sont posées au niveau de, en tout cas, j'ai l'impression, au niveau de l'antiracisme, c'est quelque chose qui est toujours remis en cause, donc toujours par les mêmes corps, les corps qui ne subissent pas justement les questions d'oppression, peut-être en tout cas au niveau de la domination. Au niveau de la domination. Donc, j'ai l'impression que c'est des questions qu'il faut toujours prendre des pincettes et qu'il y a un gros retard en tout cas sur ces questions-là, qui est un peu moins visible peut-être ailleurs dans le monde. Et peut-être, oui, effectivement, il y a toute une recherche à continuer, en tout cas ici à La Réunion, parce qu'il y a tout un contexte qui est complètement différent de toutes les grandes capitales du monde. Donc voilà, peut-être qu'on a quelques petites minutes pour poser des questions. On a le temps, on a plus trop de temps. Mais peut-être si vous avez des questions, peut-être. Non, ben voilà. Ouais. Il faut bien parler dans le micro. Je sais pas si on m'entend comme ça, il faut que j'enlève mon masque. Vous m'entendez là? Je vais aller chercher un casque parce que je me demande si j'entendrai mieux. 2 secondes. 2 secondes, s'il vous plaît. Parce que là, j'entends rien. J'arrive, je reviens. En attendant, je vais présenter Rockpure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Rockpure, c'est un espace de recherche, de sensibilisation évidemment et de conscientisation sur les questions décoloniales, féministes et queer. Donc, il y a des espaces sociaux, etc. Et donc, Rockpure, ça vient de l'abréviation de réunion et du préfixe repère, repenser, redéfinir, etc. Et après, évidemment, la question du queer, qui est bien plus large. Voilà, bien plus large. Donc, on va peut-être laisser maintenant revenir à Françoise. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ok. Oui, oui. Bonsoir. Alors moi j'avais une question un peu précise par rapport au fait du vocabulaire en fait par rapport au fait de parler de métropole et de France. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du mot métropole? Est-ce que c'est un résidu colonial ou D'accord, merci. Métropole, c'est déjà un terme, bon, c'est un terme
Oui, du vocabulaire colonial, hein. On a la colonie et la métropole déjà. Et bon, donc déjà, moi, ça me pose problème, ça me pose question, mais au-delà de ça, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi une distinction à faire. La France existe comme dans son histoire, il y a quelque chose qui s'est formé, qui s'est créé au cours des siècles et qui n'est pas la Réunion. La Réunion ne s'est pas faite de la même manière. Et donc, de dire la Réunion, c'est faire exister la Réunion en tant que telle et la France en tant que telle. Ensuite, quels vont être les liens? Ça, c'est à nous de vouloir les imaginer et de vouloir les changer ou pour des Réunionnais ne pas les changer. Mais je trouve que c'est très important. Je trouve que la métropole, c'est une espèce de manière de ne pas vouloir s'affronter, confronter la question de la réalité, quoi. Je sais que la Réunion n'est pas la France, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas la France parce que ça s'est pas construit de la même manière, ce n'est pas les mêmes histoires du tout, ça n'a strictement, et c'est en plus, ça baigne dans un océan qui est l'océan Indien et qui n'a rien à voir avec comment dire, l'ère culturelle ou économique dans laquelle est la France. Donc, je trouve important et que ensuite, que pour des personnes, ça soit absolument, ça panique parce que ça voudrait dire, ah oui, mais alors la Réunion n'est pas la France, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle a des liens, évidemment, historiques, culturels, économiques, inévitables, puisque c'est la France qui a créé cette société coloniale, enfin, qui l'a créée, qui l'a commencé en faisant de cette île une colonie. Mais ensuite, la formation, l'histoire, et je peux vous le dire, parce que quand il y avait eu ce premier programme pour la maison des civilisations réunionnaises, qui était voilà ce qui se passe en France et voilà ce qui se passe donc en miroir à La Réunion, mais ça ne tenait pas du tout. Et en plus, c'était absolument sans intérêt. Par exemple, à quel moment il y a le premier théâtre à La Réunion? Bon, d'accord, c'est intéressant, mais enfin, c'est pas non plus. Alors que quand on replaçait La Réunion dans son environnement, dans son naturel, cette fois-ci géographique, l'océan Indien, ça tirait d'autres fils et ça remettait la Réunion dans quelque chose de plus grand que simplement être l'équivalent du Limousin, mais dans l'océan Indien. Oui, je pense que c'est un résidu. Pour moi, c'est un résidu, oui. C'est un résidu et c'est aussi peut-être en rapport avec ce que disait Brandon, c'est un refus, en espérant qu'en disant ça, on ne va pas aborder la question raciale et coloniale. Que si on dit ça, ben, ça va la mettre de côté. Alors que de toute façon, elle va revenir par la fenêtre, quoi. C'est un peu, oui, un peu une stratégie de déni, quoi, de mettre de côté, en espérant que du coup, ça disparaisse. Je trouve peut-être qu'il y a d'autres questions à poser. Non, bon, bah voilà. Est-ce qu'il y en a là? Ah, donc on va voir s'il y a des questions sur le Zoom, rapidement. Alors, bon, ben voilà. C'est absolument, mais je déclenche un tel silence, mon Dieu. Mais je voulais juste, puisque Brandon, tu parlais du déni ou de la... Enfin, pardon, vous, excusez-moi. Et puis, on a été au vous, au tu. Des questions tabous. Je peux vous dire que en triant les archives de mes parents, puisque mes deux parents sont décédés maintenant, je découvre un visage ou des visages de la Réunion des années 45 aux années, je dirais, 80, début des années 80. Après, il y a plus de choses, enfin, c'est plus connu plutôt, qui nous donne absolument une autre idée de ce que c'est pas du tout, d'abord, c'est pas le côté la petite misère, Timonte misère, mon Dieu Seigneur. Non, c'est vraiment, on voit des gens marcher, des visages absolument très beaux, très souriants, très gais. Il y a beaucoup de choses vraiment absolument intéressantes et aussi des écrits qui montrent une incroyable aspiration du peuple réunionnais à l'égalité et à la liberté, et qui est une histoire qui doit être remise à jour, mais dans aussi son côté iconographique, pas seulement son côté textuel, mais son côté iconographique, parce que ça fait vraiment découvrir, moi je l'ai montré même à des amis qui pensaient bien connaître tout cela et qui étaient stupéfaits
des images que je montrais, quoi, qui étaient vraiment, qui disaient, mais il faut les faire connaître, ces images. Donc, il y a nous-mêmes un travail nous-mêmes de réécriture ou d'écriture de plusieurs choses. Moi, ce qui me… j'ai pas mal de jeunes réunionnaises ou réunionnais qui me contactent et qui veulent faire des films, qui veulent réaliser des choses sur leurs parents parce qu'ils sont venus avec le Bumidum, donc pour revoir un peu quelle est l'histoire du Bumidum, ou repenser un peu leur propre histoire, leur trajet, leur itinéraire. Et cela, c'est vraiment nouveau. Enfin, c'est nouveau, oui, par rapport à, je dirais, 5-6 ans. Et donc, c'est vraiment bien, c'est plein d'espoir. Je pense que il y a des choses à faire et sans avoir peur. Qu'est-ce que Madame Vergès pense du mythe d'une société matrifocale à La Réunion? J'ai une question sur le chat. Il y avait une question sur le chat, Brandon. Dans ton vidéo, ouais. Après. Oui. Et après, il y a une autre question aussi de Azali aussi. D'accord, donc je réponds d'abord à la question du chat. Ouais, c'est bon. Oui. Oui. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce que je pense de la… Alors, attendez que je relise bien. Qu'est-ce que je pense du mythe d'une société matrifocale à La Réunion? Il y a de toute façon, bon, déjà, si on reprend, on le sait, je l'ai dit, hein, sous l'esclavage, il n'y a ni paternité ni maternité, ni droit du père ni droit de la mère. La mère, la femme, même si elle donne naissance, on peut lui prendre son enfant à tout moment. Et ça se passe aussi même plus tard, hein, ça se passe même au XXe siècle quand on le voit avec ce qu'on a appelé les enfants de la Creuse, c'est-à-dire le droit que se donne l'État d'entrer dans l'intimité de familles pauvres, de familles racisées, pour leur arracher leurs enfants sans que ni les parents ni les enfants ne comprennent ce qui leur arrive. Donc, ce droit que s'arroge l'État d'entrer dans l'intimité des familles et de définir ce qu'est une bonne famille, et de définir, et parce que même la manière dont la matrifocalité, enfin le fait que des familles sont dirigées par des femmes, à La Réunion plus souvent, est posé d'une façon comme quelque chose qui serait entraînerait des problèmes structuraux par eux-mêmes. Or, qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qui fait famille? Comment faire famille? Est une question qui va au-delà de la question de il y a un homme, une femme et des enfants. Faire famille, et donc il faut sortir aussi de la critique féministe européenne. La famille, c'est toujours patriarcat, c'est toujours l'oppression, puisqu'on a vu que faire famille, aujourd'hui, 2 femmes peuvent faire famille, 2 hommes peuvent faire famille, ou plusieurs adultes peuvent faire famille avec des enfants. Donc la question de la matrifocalité, c'est plutôt la manière dont ça a été vu à La Réunion et la manière dont ça a été analysé. Et là aussi, la question que ces femmes, est-ce que ces femmes qui sont à la tête de familles sans hommes, puisque c'est ça que ça veut dire, est-ce qu'elles ont les moyens de vivre, d'avoir une vie heureuse, ou est-ce que c'est la matrifocalité est donc punie parce qu'il y aura moins de revenus, il y a moins de solidité, il y a plus, les services sociaux sont beaucoup plus chez vous ou à votre porte. Donc la question est plutôt, oui, d'une part, je pense qu'il y a un mythe. Je le disais, hein, quand même, moi j'ai connu enfant tout ce qui se disait sur les hommes réunionnais, la question de l'argent braguette ou des choses comme ça, c'est-à-dire quand même une très 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 négative présentation des hommes réunionnais. Ils boivent. Il y avait encore un article il y a un mois dans un journal en France, un journal national, où le procureur de la République à Saint-Denis disait « Non, mais pour être un homme à La Réunion, il faut être capable de boire son litre de rhum par jour. » D'où il sortait ça? D'où il sortait cette remarque? D'où il sortait cette idée? On ne sait pas, mais il l'affirmait. Et donc, lui, homme blanc de France, pouvait dire « Voilà, un homme réunionnais, c'est ça. » D'abord, c'était d'un mépris absolument incroyable. Et puis, il y a des tas d'hommes qui sont de très bons pères ou de très bons oncles ou de très bons grands-pères ou de très bons compagnons ou de très bons mariés à d'autres hommes. Enfin, je veux dire, c'était une manière… Donc, c'est cette pathologisation d'une manière de faire famille et cette intrusion de l'État dans la famille réunionnaise qui pose problème. Je le redis, hein, l'histoire des enfants de la Creuse, c'est l'État qui se permet d'entrer dans les familles et de décider que la famille ne convient pas, ne va pas faire épanouir l'enfant.
Qu'est-ce qui fait épanouir l'enfant? Tout ça n'est pas. C'est le seul modèle serait le modèle de la famille française, bourgeoise en plus, parce que bon, c'est pas la famille non plus française en général, et sans tenir compte que, par exemple, les chiffres aussi qui insistent sur le fait que à La Réunion, il y aurait plus de violence contre les femmes qu'en France. Bon, en France, il y a quand même une femme qui est tuée tous les 2 jours par son compagnon. Les femmes, quand elles vont se plaindre de coups, elles sont même pas reçues. La France n'est pas tellement un modèle sur la question de la violence contre les femmes. Mais c'est toujours cette manière de voir en miroir avec la France qui est un problème. Par contre, de se poser la question de comment des femmes réunionnaises peuvent être épanouies et des hommes réunionnais peuvent être épanouis, comment faire famille à La Réunion, compte tenu aussi des histoires particulières de La Réunion et qui ne sont pas celles de la France bourgeoise, ça, c'est des questions qui sont chaque fois mises de côté sous le mythe de la matrifocalité. Et moi, j'avais lu des livres de psychiatres, de psychologues, oreilles à La Réunion, qui montraient ça toujours comme une pathologie. En même temps, moi, je me souviens, même, on avait fait des réunions avec des psychiatres en disant que dans la langue créole, comme il n'y a pas le jeu, puisqu'il dit miamao, et on ne dit pas je, ben, il n'y avait pas le même relation à la subjectivité et au sujet. Mais, je veux dire, on était en plein délire, quoi. Je veux dire, c'est absolument, ça n'a rien, ça strictement. Donc c'est plutôt c'est sur la question de la matrifocalité, parce que la personne qui me pose la question, vous avez raison, c'est tout le discours qui se construit autour de ça qui est qui est à questionner. Quel objectif il sert? Et dans un autre temps, ou dans un deuxième temps, ou à côté, ou je sais pas, c'est de s'intéresser à ce qui fait famille à La Réunion et ce que les femmes et les hommes qui vivent ces situations, à quoi elles aspirent ou à quoi ils aspirent. Quelle forme de vie, à quelle forme de vie ces femmes aspirent. Et pour finir aussi, on le sait que la modernisation de La Réunion a conduit à beaucoup plus d'individualisme. On ne vit pas de la même manière. Il y a de moins en moins de lieux de rencontre. Les lieux de rencontre, c'est essentiellement les centres commerciaux. Je veux dire, c'est chaque fois, pour chaque question qu'on se pose, c'est chaque fois poser la question dans quel écosystème, au sens de qu'est-ce qui construit ce mythe, à quoi sert ce mythe, quelle est sa relation avec une certaine réalité, quelle est cette réalité, est-ce que cette réalité est en elle-même négative, ou est-ce que c'est une réalité mais qui a besoin d'avoir, je sais pas, que la vie des femmes soit améliorée à La Réunion, qu'elle quand même, hein, parce que économique, culturelle, sociale. Donc, chaque fois, c'est la manière dont la question est posée, la manière de la question de la matrifocalité à La Réunion était posée, était à la fois comme un truc négatif, et puis, bon, parce que finalement, et puis aussi en construisant une masculinité réunionnaise totalement incapable et négative. Donc, c'est chaque fois renverser les termes, chaque fois voir, je le redis, on est dans un monde construit par des êtres humains et non pas. Et donc, c'est chaque fois qui fait ça, qui est à l'origine de ça, comment ça s'est propagé. Est-ce que ça a amélioré la vie des femmes? Qu'est-ce qu'en disent les femmes, dont on dit qu'elles sont matrifocales? Toutes ces questions-là disparaissent derrière. Il y a une matrifocalité à La Réunion. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer plutôt par la description parce que j'ai un peu du mal à formuler mon idée pour poser la question. Je me retrouve par exemple dans la lutte, par exemple, pour faire connaître les identités queer, vraiment, et aussi dans d'autres combats transversaux qui ne me concernent pas de près, notamment le droit pour les combats féministes. Et pour ce qui est des combats, des problématiques liées à ce qu'on peut rencontrer à La Réunion, je me retrouve dans une situation où j'ai du mal à ouvrir le discours avec d'autres personnes qui soient concernées de près ou de loin, notamment des personnes réunionnaises, d'origine réunionnaise, vivant à La Réunion ou non, ou des personnes qui sont situées en Europe ou en métropole. Et donc, selon vous, j'aimerais savoir quelle serait l'approche pour sensibiliser ces personnes, vu que
je sais que d'autres personnes elles-mêmes sont sensibilisées par des combats qui sont concernés de près ou de loin à leur propre personne. Et je me retrouve face à un mur des fois en essayant de partager mes questionnements, mes idées, etc. Est-ce que je peux vous demander, c'est qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles sont gênées ou qu'elles ne voudraient pas rentrer dans cette conversation? Quels sont leurs arguments? La vie est belle à la Réunion. Généralement, c'est ça. Ou alors, sinon, c'est une espèce d'oreille attentive, mais pas trop, et puis on passe à un autre sujet. Et lorsque le besoin de personne se fait, lorsqu'on a besoin de personne, elle ne répond pas vraiment. C'est-à-dire, on préfère ne pas parler de ça. C'est gênant, un peu. C'est gênant parce que, qu'on soit d'une certaine façon, même des personnes qui connaissent l'île, qui sont nées sur l'île, se disent, voilà, ont du mal à voir qu'il y a possiblement des problématiques. D'accord. D'accord. Oui, il y a eu un vrai, pour prendre cette expression, lavage de cerveau, si je puis dire, il y a eu un vrai nettoyage de nos têtes à La Réunion sur cette question. C'est assez intéressant d'ailleurs, pourquoi ça a été si important de le faire. Pourquoi c'était si important de faire penser, de faire croire qu'à La Réunion, il n'y avait jamais eu de problème de racisme, que c'est l'île de tous les métissages et l'île harmonieuse. Pourquoi ça a été si fondamental? Pourquoi Madame Desbassins, finalement, devient pratiquement une féministe à La Réunion? Alors, vraiment, les choses, on se dit, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on vit. Donc, c'est vrai, là, c'est une très, très, très bonne question de comprendre non seulement ce que je veux dire, c'est quel est l'enjeu, quel est le si grand enjeu, qu'est-ce qu'il y a, de quoi on a peur, de quoi on a si peur, pour que on ne puisse pas parler de ça, pourquoi il y a une telle appréhension. Ça, c'est vraiment une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on le sait dans les classes populaires, je veux dire, bon, si je reprends un tout petit peu l'histoire, dans les années 60, 70, il y a encore l'idée il y a des blancs, et puis il y a une hiérarchie raciale à La Réunion, puis les blancs, dès le moment où il y a des Miss, des élections de Miss, toutes les Miss étaient blondes et blanches à La Réunion, avant qu'on découvre qu'il y en avait d'autres. Il y avait vraiment, il y avait une incroyable violence sexuelle envers les femmes qui étaient ce qu'on appelait les bonnes, les domestiques ou les nénènes, ou les lavandières, ou les femmes qui étaient ouvrières agricoles, par les hommes qui étaient les hommes de pouvoir, ou par les hommes qui étaient donc les commandeurs dans les... Donc, il y a absolument une violence qui est de plus en plus recouverte par un récit de finalement les gens s'entendent, non, finalement ça s'est pas passé comme ça n'a pas été violent, même Madame Desbassins, c'est comment, Madame la Miséricorde, je sais pas quelle bêtise. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ça passe, il a fallu s'y prendre tous les jours, quand même. Ça a été un énorme effort. Ce que je veux dire, c'est que pour faire passer une idée, un récit comme celui que vous dites, ça ne peut pas passer tout de suite, parce que quand même, les gens à La Réunion se rendaient compte que ce n'était pas comme ça. Il y avait beaucoup plus de choses sur le racisme. D'abord, il y avait le racisme était beaucoup plus ouvert, encore plus ouvert. Je veux dire, on peut même au Conseil général, on peut dire à Jean-Baptiste Ponama, qui était d'origine indienne, mais toi retourne à Bombay, Salma Albar, enfin, des choses absolument incroyables. Bon. Et donc, il y avait un sentiment beaucoup plus aigu des inégalités, et que les inégalités n'étaient pas simplement sociales, mais elles étaient aussi raciales. Et je pense que l'enjeu du pouvoir, qui quand même continue à un moment, est la question d'un métissage, pour reprendre ce mot, va venir des mouvements d'en bas, c'est-à-dire des classes populaires qui disent « mais chez nous, on peut tout à fait être arabes et malbar côte à côte, les mariages peuvent se faire, sauf dans les classes bourgeoises où c'était beaucoup plus mal vu ». Et ça, pendant longtemps, c'est attaqué par le pouvoir colonial. Je vous dis, dans les années 60-70. Et tout d'un coup, dans les années 80, ça va basculer, ça va devenir un argument touristique. Mais venez à La Réunion, vous avez une mosquée à côté d'un temple hindou qui est à côté de ceci, cela. Il n'y a pas de racisme à La Réunion. Et c'était très important
à la fois pour contrer les mouvements antiracistes à La Réunion, qui étaient liés à des mouvements anticoloniaux, même de la colonialité post-coloniale, hein, puisqu'il n'y a plus de statut colonial. C'était très important. C'était très important aussi de détacher le peuple réunionnais de ses peuples frères, malgaches, mauriciens, séchellois, mozambicains ou autres, de réduire la question de l'identité à des identités communautaires plus importantes, et à partir de, dans ces identités communautaires, plutôt au lieu de chercher ce qui rassemblait, de chercher, c'est moi je suis pas de cette communauté, là c'est de notre communauté. Une gestion multiculturelle de la société réunionnaise qui donc faisait disparaître la question raciale et réduisait le peuple réunionnais à une série de communautés vivant côte à côte dans une totale harmonie. Comment, alors votre question, c'était la deuxième partie de votre question, c'est comment faire comprendre que mais que si, c'est pas du tout harmonieux. Ah, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours facile, parce que, je vous l'ai dit, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est pourquoi les gens y tiennent tellement. Pourquoi ils se sentent, agressés ou oui, enfin, ils ont du mal, face à cette question, quoi. Mais quoi? Parce que ça leur fait penser à ce à quoi ils ne veulent pas penser. C'est très difficile si on veut, parce que c'est très puni à La Réunion si on pose la question raciale. Je peux vous dire, pour avoir essayé de la poser 2 ou 3 fois dans des, c'est très, vous êtes accusé de racisme. En posant la question du racisme, vous êtes accusé de racisme. À l'envers, ce qui est quand même, bon, et vous donnez des faits et on vous dit: «C'est pas vraiment vrai». C'est stupéfiant, c'est stupéfiant. Moi, je me rappelle d'avoir parlé de l'esclavage à un moment donné à un gars qui était à la DRAC, un Zourais qui était à la DRAC, qui me répond: «Oui, mais moi ma grand-mère, elle était ouvrière agricole dans le Poitou, elle était très exploitée». Je lui dis: «Certainement, mais on n'a pas arraché votre grand-mère du Poitou pour la faire travailler dans un champ à Madagascar». D'accord, donc la pauvreté, bien sûr, je ne suis pas en train de nier la pauvreté des ouvriers agricoles et des ouvrières agricoles en France, mais on n'est pas, là, on parle de déportation, d'exil, de coupure, d'interdit de la langue, on n'est pas, je veux dire, je ne suis pas en train de diminuer la question, et la question, c'est pourquoi et la question, c'est que vous, petit-fils ou arrière-petit-fils de cette ouvrière agricole, pourquoi vous ne vous sentez pas solidaire des personnes opprimées racialement à La Réunion? La question de la race, alors pour parler aussi au niveau même français, hein, je peux vous dire, je discutais avec des avocats ce matin, parce qu'on discute de comment lutter contre les discriminations raciales en France, et ils me disent que dans le monde juridique, des magistrats et des avocats, c'est très, très, très difficile de parler de la question raciale. Ils veulent bien admettre, ils veulent bien défendre des questions d'injustice, mais quand on parle et quand on ajoute le terme racial, ils reculent. D'une part, parce ils ne veulent pas admettre que ça existe, et d'autre part parce qu'ils sont mal à l'aise. Et là, on revient à la question que la France s'est construite comme un pays non raciste. C'est la patrie des droits de l'homme. C'est la patrie des droits de l'homme, c'est la patrie profondément qui ne s'est pas construite, elle s'est construite comme ça. Elle s'est construite aussi comme universaliste, très profondément. Elle s'est construite donc comme, elle n'est pas comme les États-Unis, elle n'est pas comme l'Angleterre. Il n'y a pas eu de lynchage, il n'y a pas eu de ségrégation. Elle fait toujours une différence. C'est très, très important. Et aujourd'hui, le monde décolonial universitaire ou militant est extrêmement attaqué en France sur cette base. C'est nous les racistes. C'est nous les racistes. La France n'a jamais été raciste. Elle n'a pas. Il n'y a pas eu de loi raciale. Ce qui est un mensonge. Hein. Il y a eu des lois raciales en France. Par exemple, Napoléon, en France, hein, je ne parle pas ailleurs. D'ailleurs, il y a eu des lois antisémites, évidemment. Et puis, il y a eu des lois même raciales, parce que sous Napoléon, par exemple, quand il revient en 1802 et qu'il rétablit l'esclavage, il fait passer une loi qui interdit les mariages entre les Blancs et les Noirs en France. Bon, ça, évidemment, dans les colonies, c'était complètement interdit, mais c'est en France que ça se fait. Et il réinstitue une police des Noirs qui oblige les personnes noires qui sont en France à prouver qu'elles ont le droit d'être là, le droit de résidence, qui fait quand même écho à pas mal de choses aujourd'hui. Donc cette conversation, elle est difficile parce qu'elle touche à des choses très intimes
qui ont fait, si vous êtes réunionnais et que vous êtes construit comme appartenant à l'île qui est harmonieuse, où il n'y a pas de racisme, et que tout autour de vous, l'école, les médias, les politiciens, tout ça, et que vous dites mais non, c'est pas vrai, vous vous opposez à à quelque chose qui est devenu un lieu commun, vraiment un lieu commun. La chose, moi je vois pour déconstruire ce que vous dites, il n'y a que les actions collectives. Il n'y a que par des actions qui montrent et qui démontrent à chaque moment où est le harcèlement racial, où est la discrimination raciale à La Réunion, qui vont faire avancer les choses et qui vont permettre peut-être à ces personnes dont vous parlez, à certaines d'entre elles, de finir par dire « c'est vrai, moi aussi j'ai été dans ce cas-là, moi aussi on m'a dit comme si, moi aussi quand j'ai postulé on m'a offert pas le poste que je voulais, qu'on a offert un oreille et moi on m'a offert quelque chose, moi aussi j'ai pas pu avoir une promotion, moi aussi ». Parce que pour l'instant, il y a un interdit. Je ne sais pas si c'est tabou, mais il y a un interdit. Et cet interdit, il sert à maintenir cette fiction qui est très importante à la fois pour le pouvoir d'État et pour toute une classe à La Réunion, réunionnaise aussi, parce que ce discours, cette fiction sert une structure inégale. Elle sert une organisation sociale basée sur l'injustice, le racisme et l'exploitation. Donc, c'est comme de dire, mais tu te fais des idées, c'est pas vrai. Et donc, c'est vous qui êtes mis en position de vous faire des idées, d'imaginer. Et vous êtes accusé d'en faire trop. Et donc, vous êtes mise dans la position d'avoir à prouver. Et ce n'est pas l'autre personne qui doit prouver qu'il n'y a pas de racisme, c'est vous qui devez prouver qu'il y en a. Et donc, on est toujours mis dans cette position d'accuser et d'avoir à faire à la preuve de quelque chose qui est pourtant là. Il suffit parfois de regarder les statistiques de l'INSEE. Je veux dire, ce n'est même pas les statistiques gouvernementales. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Donc, ça, c'est un phénomène très, très, très répandu. C'est chaque fois, par exemple, ici en France, il faut toujours que je raconte l'histoire coloniale pour que je finisse par admettre que oui, il y a une histoire coloniale. Comme si les gens, là, ils ne pouvaient pas s'éduquer eux-mêmes. Il y a une possibilité de s'éduquer aujourd'hui quand même. Il y a de plus en plus de livres, de documentaires, d'archives, de blogs, de podcasts, de trucs sur les réseaux sociaux. Et chaque fois que je dois expliquer, que je dois dire, etc., c'est moi qui suis mis. Moi, je perds mon énergie, je perds mon temps au lieu de faire ce que j'ai à faire, à expliquer à quelqu'un qui peut trouver cette explication très facilement. Je vous donne juste un exemple quand il y avait ce footballeur Gresham. Je ne suis pas très football, moi. Enfin bon, il s'était fait un blackface pour dit-il, célébrer les Harlem Brothers, les gars qui jouent au baseball. Et alors, évidemment, il s'était mis sur Instagram. Bon, il y a eu une protestation. Et il dit « Oh, je m'excuse, je ne savais pas ». Mais ce n'était pas difficile à savoir. C'est-à-dire, c'est une espèce d'innocence proclamée. Et alors que ça se trouve, je veux dire, il a toujours un smartphone, il regarde, c'est écrit, il n'y a pas besoin d'aller dans une bibliothèque universitaire pour trouver ça, les trucs sont en ligne. Et donc, c'est un refus, c'est une espèce de protection de l'innocence, et parce que cette innocence est absolument importante, même pas seulement pour des Blancs, mais pour des racisés. Et ça, je pense que pour les Réunionnais, c'est tout d'un coup s'effondrerait une fiction sur laquelle est construite leur île depuis, je dirais, depuis 40 ans, 50 ans, depuis les années 80, moi je ne suis pas très bien comptée, mais enfin bon, depuis 40 ans, et un petit peu plus même, bon, disons, et que ça effondrerait cette illusion. Et que du coup, ce n'est pas seulement la question de la manière dont on se comporte avec d'autres qui serait posée, mais même la question de la colonialité de la Réunion serait posée. Et donc, tout d'un coup, il faudrait se poser, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est que cette île dans 15 ans, dans 20 ans? Où est-ce qu'on va? Où ça nous ça va, comme disait, mais c'est quoi là? C'est quoi? Au lieu de vivre dans cette illusion. Je crois qu'il y avait une question, pardon, la revendication d'une indépendance. Le rôle de la... J'ai 2 questions dans le chat, Brandon. On a déjà bien dépassé le temps de la conférence, on est déjà 20h. Bon,
Après, effectivement, il y a toujours plein de choses à dire. Il faudrait vraiment faire un atelier avec le Soalorgain sur toutes ces questions-là, parce qu'il y a plein de choses à développer en tout cas. Mais oui, malheureusement, le temps, on va bientôt fermer l'école. Donc, j'espère en tout cas qu'on va pouvoir faire d'autres séances de travail comme ça. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, Françoise Bergès. Je suis désolée pour les deux autres questions qui restaient sur la nénène et sur la revendication d'indépendance. J'espère que j'aurai l'occasion d'y répondre. Je suis désolée. Du coup, moi aussi, désolé pour ça. De toute façon, il y aura encore d'autres questions. Donc voilà, le séminaire touche à sa fin. Merci beaucoup à Myriam Obarawati qui a pu nous accompagner dans la recherche, et aussi à Frédéric Marie, en tout cas pour la technique et aussi au niveau administratif, et les étudiants et les étudiantes, donc déjà pour participer au séminaire. C'est vrai que du coup, au séminaire, il y a une deuxième partie qui va se passer donc, à la DOS sur la question de la communauté LGBTQI, c'est-à-dire la question du retour donc, sur la diaspora. Et donc, comment penser au retour des personnes LGBTQI qui ont été forcées de partir, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'espace qui accueille ces personnes. Il n'y a tout simplement aucun espace et qui finalement exclut d'un plus les corps évidemment racisés. Voilà. Donc, c'est des questions qui vont se poser autour d'une table ronde avec les Shenara Tanjali, Razali Bali, Raya Martini, Mathilde Lebon et donc moi-même. Tout ça suivi par un show de voilà, donc merci beaucoup, merci à tous. Merci et poursuivez vraiment ce travail, hein, c'est absolument essentiel. Hein. Il faut vraiment, hein, c'est vraiment hein, que les jeunes s'emparent, vraiment. Et puis, bravo à ce festival Requeer. Et il faut queerer les choses, comme on dit. Il faut les poser de manière un peu piquée, faire la guêpe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. C'est pas grave, c'est parti. Je vais lui dire que c'est pas grave. Elle sera pas là. Mais de toute façon,